Dans le podcast de cette semaine, je discute avec Philippe Tremblay de Co-enseignement. La présence de 2 enseignants en classe peut-elle impacter les apprentissages de nos jeunes ? Cela peut-il favoriser le soutien aux élèves en difficulté ? Peut-elle aider à la mise en œuvre de la différenciation pour les enseignants ? Les écoles ont-elles la possibilité de mettre cela en place ? Envie d'avoir la réponse à toutes ces questions ? Alors connecte-toi. Bonne écoute! Bonjour Philippe. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. On est en plein festival. Tu viens d'animer une conférence pour nos enseignants belges. Alors justement, il y a beaucoup d'écoles belges qui forment actuellement les enseignants en pratique de co-enseignement. Je pense que toi-même tu es acteur à ce niveau-là. En vue de la mise en œuvre du tronc commun, c'est un sujet qui intrigue, qui questionne beaucoup dans notre actualité et qui effraie parfois aussi. On va essayer de parler justement un peu de ce co-enseignement, voir comment tout ça peut se mettre en place et si nos écoles sont prêtes aussi à l'envisager. Et donc ma première question, ce serait peut-être d'avoir une définition du concept de co-enseignement, en quoi ça consiste concrètement. Co-enseignant, c'est tout simple, c'est 2 profs dans une même classe. Bon, par contre, une fois qu'on a dit ça, on peut avoir du bon et du mauvais co-enseignement. Hein? Donc, une fois que j'ai 2 profs qui viennent pour enseigner, hein, si un prof vient porter un papier dans la classe, c'est pas un co-enseignement à ce moment-là. Donc, pour s'entendre que 2 profs, une classe, c'est du co-enseignement. Mais après ça, est-ce que les gens le font bien ou mal? Ça, c'est une autre question. C'est comme avec la co-intervention. Quand un prof, par exemple, va accueillir une logopède en classe, on va appeler ça de la co-intervention. Ouais. Et encore là, ça peut être plus ou moins bien, dépendant de la manière dont c'est fait. OK, mais donc le concept de base, après c'est la manière dont ça se met en place, mais le concept c'est on est à 2 dans la classe et on va donner cours ensemble. C'est ça. Alors justement, les formes, tu formes de nombreux enseignants toi sur le sujet. Tu as du feedback des écoles qui pratiquent depuis déjà maintenant quelques temps, parce qu'au Canada, je pense que ça se met un peu plus en place, pas forcément, OK. C'est quoi pour toi les atouts, les retours positifs que tu as des enseignants qui ont déjà mis en œuvre le co-enseignement? Mais tu sais, des fois, la Belgique se compare avec le Québec, puis c'est toujours mieux au Québec. Mais c'est pas vrai. Parfois, c'est mieux en Belgique. C'est souvent mieux en Belgique. Et, par exemple, pour le co-enseignement, actuellement, vu qu'une politique publique, avec les heures d'AP, les heures de néerlandais en 3-4, les heures d'éducation physique en 5-6, le tronc commun qui s'en vient en secondaire, la disparition des premières différenciées, tutti quanti, mais en fait, la Belgique devient maintenant, la Belgique francophone, le système scolaire le plus co-enseignant de francophonie. Quand je vais ailleurs, vous êtes vraiment à la pointe parce que vous l'avez généralisé dans pas mal toutes les écoles. Est-ce que c'est pas toujours fait à temps plein, c'est pas toujours fait parfaitement, mais il y a quand même une intention. Les ira entendre, ça, oui, c'est une bonne nouvelle. Ça. Voilà. Faut ça. Ouais. Donc, certains retours des écoles, je dis souvent, 90% du co-enseignement se passe en classe, 50% se passe avec la direction. C'est que le co-enseignement, ça fonctionne ou ça peut se pérenniser, bien s'installer parce que la direction s'implique, s'en mêle, parce que c'est la direction qui a les mains sur les ressources. Donc, par exemple, dans certaines écoles, on a pu faire des journées de formation avec une deuxième journée. Donc, une première journée plus introductive, les gens se mettaient en projet puis on allait voir. Donc, j'ai certaines écoles à Bruxelles, par exemple, qui ont tout réorganisé. Ils ont arrêté de fragmenter l'intervention. Parfois, certains enseignants ont 3, 4, 5 partenaires différents qui vont venir dans la classe pour intervenir. Et maintenant, ils ont un peu plus rationalisé. C'est-à-dire, on essaie d'avoir un seul partenaire qui vient en classe, mais avec une intensité. Il vient parfois tous les jours. Et certaines écoles, il vient parfois mi-temps parce qu'ils ont réorganisé les ressources, parfois parce que c'est des écoles en discrimination positive, mais qui ont aussi plus de besoins pédagogiques et tout ça. Donc, ça demande souvent de réorganiser les ressources. Et là, ça permet de le pérenniser. Et de l'étendre aussi au fur et à mesure. Faut pas oublier aussi que le co-enseignement dans une école, c'est 3 à 5 ans avant que ça soit mature. Parce que la première année, on fait des choses qu'on améliore la deuxième année. Bon, ils vont toujours s'améliorer. Mais pour avoir un système un peu stable, parce que les gens vont découvrir, souvent on commence par quelques classes, puis après ça, on élargit à ta classe, puis après ça, à toute l'école. Mais il faut se donner aussi un temps, parce que je dis souvent, l'enseignement solitaire, ça fait 150 ans qu'on enseigne seul. On est habitué à organiser l'école avec un prof, une classe. Et maintenant, ça demande de réorganiser les horaires, parfois faire des changements de locaux, parfois abattre des murs, percer des portes, rechanger les tâches. Mais en fait, on le voit que quand le co-enseignement est bien organisé, mais tant le titulaire que le deuxième enseignant, comme on pourrait appeler, mais reste stable parce ils restent toute la semaine dans l'école. C'est toujours les mêmes partenaires. Ils en ont pas trop. Ça fait que ça allège la tâche des deux aussi. Parce que l'idée du co-enseignement, c'est pas de complexifier parce que c'est déjà compliqué d'enseigner à 2. L'idée, c'est pas de surajouter des complexités. C'est important ce que tu dis parce que je pense que quand on opère ce genre de changement, il y en a parfois qui se découragent la première année parce que c'est pas parfait, parce que tout n'a pas fonctionné exactement, si on n'a pas encore les moyens qu'ils souhaiteraient avoir. Et donc, c'est bien
d'entendre que c'est normal de se laisser du temps et de pouvoir ajuster quand même au fur et à mesure. Tout à l'heure, tu disais, il y a le bon co-enseignement et puis il y a c'est pas parce qu'on est deux en classe qu'on fait du bon co-enseignement. C'est quoi pour toi un bon co-enseignement alors? Ben, un bon co-enseignement, quand moi je vais dans une classe pour observer, quand je vois du bon co-enseignement, d'une part, les élèves sont en activité la majorité du temps. Parce que des fois, tu as du co-enseignement où ils parlent pendant 1 heure. Ben, quand je parle pendant 1 heure, probablement que mon collègue va se taire pendant 1 heure. Donc, première chose, les élèves sont mis en activité. L'activité est différenciée. On fait pas la même chose pour tout le monde, parce qu'à même temps, on pourrait se dire, ben, si tu co-enseignes et si tu ne différencies pas, pourquoi tu co-enseignes-tu? Ça n'a pas vraiment de sens de donner une leçon traditionnelle alors qu'on est à 2 en classe. Donc, le bon co-enseignement, c'est d'abord des profs qui mettent leurs élèves en activité, un enseignement qui est différencié, et aussi, moi, quand j'arrive pas à reconnaître qui est qui, c'est que c'est bien. Quand tu dis qui est qui? Le prof spécial, le prof ordinaire, l'agent de pôle, le prof titulaire, le deuxième enseignant qui fait la paix, le professeur. Voilà. Quand pour moi, j'arrive en classe et je ne sais pas qui est le prof numéro 1, entre guillemets, et qui est le prof numéro 2, mais c'est là que je me dis qu'ils ont une maturité. Et parfois aussi, on co-enseigne avec des enseignants spécialisés ou des personnes un peu différentes. Mais tiens, c'est aussi se dire ça dans le co-enseignement. L'orthopédagogie ou l'enseignement spécialisé, c'est plus quelque chose qui relève d'une personne. On le fait ensemble aussi. Donc, l'enseignant ordinaire peut faire un soutien individuel et le deuxième enseignant peut enseigner collectivement. Donc, il faut que les rôles soient, on va dire, indéfinis. Chacun assume tous les rôles, mais bien entendu, c'est comme dans un couple. Mais parfois, un des conjoints fait un peu plus la cuisine, l'autre fait un peu plus la vaisselle. Certains racontent l'histoire, d'autres vont plus s'occuper des déjeuners. Voilà. Donc, c'est pas, tu sais, le co-enseignement, c'est pas blanc-noir, 50-50. Hein, c'est des nuances de gris. C'est comme un couple, quoi. C'est 50 Shades of Grey, quelque sorte. C'est ça. Et on parlait tout à l'heure des atouts, donc des points positifs qu'on voit. Tu vois des points positifs du côté enseignant et du côté élève par rapport à la mise en œuvre? Ben, pour l'instant, on n'a pas encore fait de recherche chez les élèves. Par contre, dans les recherches que moi j'ai pu mener chez les élèves, on interroge toujours un petit peu les élèves, on voit un petit peu, bon, des fois on essaie de faire aussi des recherches plus expérimentales, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Mais les élèves, en fait, et chez les enseignants, mais chez les élèves, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'eux, ils adorent, sont contents, il y a 2 profs, ils ont besoin, s'ils lèvent la main, ils ont plus d'aide, voilà, ils vont. Par contre, ils disent toujours le même point négatif. On peut rien faire. On est surveillé. Il y a toujours quelqu'un sur notre dos. On peut déconner, mais pas longtemps parce qu'on se fait prendre assez vite. Et donc, ça, ben, en fait, pour ça, c'est une bonne réponse pour un enseignant. Pour un élève, c'est peut-être une moins bonne réponse. Mais ça montre aussi, parce que le co-enseignement, ça a un effet ben, sur les apprentissages, mais ça a aussi un effet sur la gestion de classe, sur la discipline. C'est des classes plus calmes, où les enfants sont plus engagés parce qu'on les met en activité, où c'est différencié, donc l'activité est plus adaptée à leur niveau, donc sont moins en soutien, en demande d'aide constante. Puis, ben, ça permet de mieux gérer. C'est aussi les transitions. Hein, dans le co-enseignement, on essaie de ne pas avoir de transitions les plus courtes possibles parce que c'est souvent dans les transitions que ça pose problème. Et là, on perd des temps d'apprentissage aussi. Même chose avec des bêtes trucs, hein, genre la correction collective. C'est quelque chose qui disparaît en co-enseignement parce que les profs corrigent au fur et à mesure. Ils corrigent en passant entre les bancs, ils sont à 2. Par contre, ce temps-là de synthèse finale pour revenir aux apprentissages, qu'est-ce qui était important aujourd'hui, ce qu'on a vu? Est-ce qu'on peut faire une carte conceptuelle? Est-ce qu'on peut mettre des mots-clés? Est-ce qu'on met des synonymes? Donc, ça permet aussi de réinvestir l'enseignement et de s'assurer que l'apprentissage qui était fait, les enfants partent dans leur cartable bien rangé, là, leur cartable de cerveau, que les savoirs soient bien organisés, bien rangés, tout ça. Et ça, à 2, c'est plus facile aussi. Hein, parce que souvent, moi, je dis, il y a un prof qui peut faire le plat principal, la leçon principale, et le deuxième enseignant qui fait le dessert, le dernier 5 minutes, la petite synthèse, la carte conceptuelle, le petit jeu, hein, qui va réactiver ces connaissances-là, mais de façon autre aussi. Donc, on le voit qu'il y a un bénéfice sur l'apprentissage et les méta-analyses et les recherches sur le co-enseignement montrent que c'est le modèle de service le plus efficace. Donc, plus efficace que les classes spéciales, plus efficace que la co-intervention externe, c'est-à-dire sortir les élèves. Tout ce qui est remédiation, externalisé, etc. Alors, pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Par contre, c'est compliqué. Sortir un élève, c'est simple. Faire des classes spéciales, c'est simple. Mais enseigner à 2, on l'a pas appris. Hein, c'est pas dans notre culture. Donc, c'est pas... D'où l'importance de former quand même les enseignants pour qu'ils sachent... C'est vrai que parfois, certaines écoles ont lâché un peu les enseignants comme ça, sans formation. Toi, tu préconises vraiment un accompagnement? Oui, parce que la formation à co-enseignement, moi, je dis souvent, c'est pas nécessairement des semaines de formation. Oui, c'est ça. Avec une journée, les gens sont capables de partir. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des vaccins de rappel à certains moments, mais il faut que les gens puissent se lancer. Puis le co-enseignement, c'est des actions, c'est des gestes, c'est des pratiques. Donc, il faut surtout que les gens aient le temps de rétroagir après, de discuter
discuter, de se concerter, de s'améliorer de fois en fois. Ouais. Hein, parce que le co-enseignement, donc, c'est plus un développement professionnel comme un coaching où on va aller accompagner les enseignants, les observer, les guider, les conseiller, plutôt que leur dire quoi faire de façon PowerPoint, un peu détaché de leur vie de classe et tout ça. Parce qu'on c'est un peu comme un sport, hein? On va pouvoir s'améliorer dans son sport parce que le coach va pouvoir nous dire, ben tiens, fais tel geste ou fais attention à telle chose ou tu sais c'est très bien ce que tu fais, mais si tu faisais un petit peu plus, ça pourrait arriver à tel résultat. Ouais. Donc parce que c'est de la pratique le co-enseignement. Donc on a besoin de base, mais on a aussi besoin d'être accompagné, d'être coaché, d'être guidé pour savoir si on est dans les bonnes voies, si on est toujours dans la bonne direction, puis comment peut-on monter de division, comme on dit, comment peut-on monter notre niveau de jeu, monter notre niveau de co-enseignant. Et ça on le voit aussi souvent, les co-enseignants ont parfois des plateaux. Ils progressent, puis après, ils ont une certaine stabilité. Parfois, c'est bien, mais parfois, on reste dans des mauvais plis, des mauvaises habitudes. Donc, c'est important aussi, à certains moments, que la formation vienne propulser les enseignants vers un autre étage, vers une autre division, si on veut, pour qu'ils puissent progresser et maximiser les ressources qu'ils ont. OK, super. Du point de vue des profs, tu as eu des retours de profs qui ont, pour leur propre pratique ou pour leur propre épanouissement, finalement, en classe? Ben, tu sais, comme on dit, il y a co-enseignement, co-enseignement. Parfois, tu as du co-enseignement, c'est des heures d'AP, c'est 4 heures, puis la petite Julie qui vient faire du co-enseignement, ben elle sort avec 4 élèves ou prend la moitié du groupe. Bon. Quand j'ai du co-enseignement, on va dire intense. Les gens sont assez ensemble. De la monogamie, c'est toujours le même partenaire. En fait, on voit un allègement, on voit une satisfaction. Les gens, ils disent qu'ils ont plus l'eau jusqu'au menton. Ils peuvent souffler. Ils peuvent se reposer sur l'autre. Ils peuvent se dire, tiens, cet après-midi, je me sens un petit peu moins en forme, je suis un peu plus fatigué. Tiens, c'est toi qui vas prendre plus le leadership aujourd'hui. Un prof tout seul, il doit toujours être à fond. Ouais, tout à fait. Alors qu'à deux, on peut parfois se reposer sur son collègue. C'est pas pour ça qu'on va être dans le fond de la classe à rien faire. Mais on aura peut-être un rôle un peu moins sur la scène et un peu plus dans le public aussi. Donc, l'avantage aussi, c'est que, tu sais, techniquement, quand moi j'ai du co-enseignement intense, mais les planifications sont divisées par 2. Les corrections sont divisées par 2. Les bulletins sont divisés par 2. Beaucoup de profs, au départ, je pense initialement, voient ça comme une surcharge de travail. Et je pense qu'une fois qu'ils le mettent en pratique, prennent conscience de ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il y a un allègement. Il y a quand même le fait qu'on soit 2 et qu'on se partage les tâches, quoi. Mais tu sais, on se cachera pas que les premières semaines, c'est plus compliqué. Et là, on peut être en surcharge cognitive. Peut-être pas en surcharge de travail, mais on doit réinventer le métier, changer de paradigme, changer de pratique. Donc, au départ, on a besoin d'un peu plus de temps. D'où la formation, d'où les accompagnements et tout ça. Mais une fois que les gens sont impliqués, moi, je dis souvent, tu co-enseignes 24 heures sur 24, tu as 1 heure de co-planification. Tu co-enseignes 1 heure, tu as 1 heure de co-planification. Et tu crois que les écoles peuvent faire ça? Parce que c'est vrai que c'est essentiel, hein. Ils ont besoin de temps pour le planifier. Ben, c'est sûr que dans certaines écoles, entre guillemets, c'est plus facile que d'autres. Mais hier, j'étais avec une école secondaire publique, la région bruxelloise. Dans cette école-là, ben, on a discuté avec la direction une petite demi-heure pour préparer la journée de formation. Puis pour l'instant, ben, elle a des classes de première, des classes de deuxième, des classes différenciées en première, en deuxième, des classes de doubleur en deuxième, 30 élèves intégrés qui sont accompagnés plus ou moins par les pôles. Quand je dis plus ou moins, c'est que il y a différents partenaires et tout ça. Puis certains ont moins besoin d'accompagnement, voilà. Mais sur papier, en fait, on avait moyen de faire 6 à 7 classes co-enseignement temps plein, français, mathématiques, dans toutes les classes de première, dans toutes les classes de deuxième, sans aucune ressource supplémentaire. Il fallait juste arrêter de faire ce qu'on faisait avant. Hein, parce que souvent, tu sais, l'école en Belgique, malgré ce qu'on peut en penser, elle est relativement bien financée. Et le gouvernement est assez généreux. Il va mettre des enveloppes pour les élèves migrants, des enveloppes pour lutter contre le redoublement, pour les écoles en discrimination positive, pour les heures d'AP. Il y a différentes enveloppes. Et le job de la direction, c'est là qu'il est important, c'est de pouvoir fusionner les enveloppes sur des postes. Ouais. Plutôt qu'avoir 4 enveloppes, 4 personnes mi-temps ou tiers-temps, c'est d'avoir peut-être 2 personnes temps plein qui vont être en permanence dans l'école, qui vont avoir un poste confortable, qui passeront pas leur journée à se promener en bagnole d'une école à l'autre ou d'une classe à l'autre, parce que c'est ça qui rend les choses compliquées. Donc, ça demande un travail en coulisses du co-enseignement, d'organisation de l'école, parce qu'au final, on reçoit toujours plein d'enveloppes budgétaires, mais elles sont toujours destinées à la difficulté scolaire, peu importe comment on l'appelle, parce que tu es migrant, parce que tu es défavorisé, parce que tu es doubleur, et ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir réorganiser cette aide-là et pouvoir la mettre au sein de la classe, pas nécessairement au soutien aux élèves, au soutien à l'enseignant. Ouais. Parce que si je veux changer les élèves, je dois changer l'enseignement. Et ça, c'est intéressant parce que ça laisse aussi supposer qu'il faut que les directions soient quand même bien au courant de en quoi consiste le co-enseignement et au service de quoi c'est, parce que c'est une aide à l'enseignant qui, du coup, va aider l'enfant. Oui, tout à fait. Parce que moi, quand je donne des formations, j'oblige le directeur à être là. Et s'il veut pas être là, je viens pas.
Okay. Et les deux, trois seuls jours que j'ai donnés que la directrice avait une urgence qu'elle n'est pas venue, c'est là que ça a moins bien marché. Ouais. Parce que les enseignants pensent à des choses, réfléchissent à une nouvelle organisation scolaire, mais la directrice n'a pas fait partie de la discussion, donc elle se demande avec quoi ils arrivent, pourquoi ils font ça. Elle connaît pas tout le rationnel qu'il y a derrière tout ça. Parce que pour les tu sais, l'idée du co-enseignement aussi, c'est qu'on met les profs en projet, parce que c'est les profs qui vont devoir co-enseigner, mais avec soutien de la direction et besoin de la direction. Mais c'est des projets qui viennent de la base. Ouais, c'est ça. C'est des projets qui émergent. C'est un peu révolutionnaire, en quelque sorte, là. Et donc, c'est important que la direction puisse permettre, organiser, diriger. Moi, j'ai des directeurs qui sont parfois très simples. Ils disent, regarde, j'ai 48 périodes à donner. Je les donne en co-enseignement. J'attends vos projets. Donc, elle donne une direction claire, mais elle laisse les personnes opérationnaliser les projets, chercher les méthodes, puis on va choisir les meilleurs projets, ceux qui sont les mieux organisés. Mais donc, on a vraiment besoin, c'est vraiment, c'est la coulisse du co-enseignement. Les coulisses du co-enseignement sont nécessaires. Puis on sait comme enseignant, on travaille plus en coulisses que sur scène. C'est en coulisses qu'on fait nos planifs, c'est en coulisses qu'on fait nos corrections, c'est en coulisses qu'on fait nos bulletins, c'est en coulisses qu'on rencontre les parents. Et donc, ça prend énormément de temps. Puis si on veut être bon sur scène, c'est qu'il faut un travail en coulisses. Mais c'est la même chose en co-enseignement. Il faut qu'en coulisses, ça soit bien fait, que le directeur fasse bien son travail pour que sur scène, en classe, ça soit facile, plus léger pour les enseignants. J'entends souvent des enseignants qui sont assez ouverts ou curieux, ou en tout cas intéressés par le co-enseignement, mais qui viennent souvent avec cette question de dire en pleine pénurie des enseignants, puisque à l'heure actuelle en Belgique, on sait que malheureusement, on a du mal, les directions ont du mal à trouver des enseignants pour toutes les classes. Est-ce que ils se disent en fait finalement, est-ce que c'est pas une utopie d'imaginer que si on n'arrive déjà pas à en trouver un par classe, est-ce qu'on va en trouver deux? Tu leur répondrais quoi? Je leur réponds, soyons réalistes, demandons les... En fait, actuellement, on a un problème en Belgique et au Québec, c'est un peu le même, en France, un peu dans tous les systèmes scolaires qu'on a, c'est un problème de pénurie d'enseignants. Le problème, c'est rencontré aussi le même, dans les mêmes proportions. 40% des enseignants décrochent dans les 5 premières années. Et en Belgique, on a pas mal les mêmes chiffres. Allez voir les indicateurs de l'enseignement. Donc, notre problème, c'est pas qu'on n'en forme pas assez. Le problème, c'est qu'ils décrochent trop vite, nos enseignants. 40% de décrochage. Si on regarde le taux de décrochage des enseignants, il est à 8%. Donc, nos enseignants décrochent beaucoup moins. Même chose à l'école normale. Nous, à l'université, au Québec, on en perd 42% dans la formation entre la première et la 4e année. D'échecs, d'abandon et tout ça. Puis une grande partie de ce 42%-là, c'est dans les stages. Maintenant, on commence à mettre des stagiaires où ils vont faire leur stage à 2. Et on voit que l'expérience de stage est beaucoup plus positive. Ils décrochent moins de la profession, appliquent mieux les contenus de l'école normale, différencient plus leur enseignement. Voilà. Donc, il y a moyen de travailler comme ça. Et petite anecdote, il y a quelques années, on avait un projet de recherche en secondaire 1, secondaire 2, co-enseignement temps plein, français-maths, au moins dans une classe. Dans certaines écoles, c'était toutes les classes. Puis, à la fin, on fait toujours le bilan avec les élèves. On leur pose des questions. Puis, un élève qui lève la main en disant « Monsieur Tremblay, j'ai une question pour vous, parce qu'on voit dans les médias qu'il y a une pénurie de profs, et vous voulez en mettre 2. Je comprends pas. » J'ai posé une question simple. J'ai dit, toi, ça fait 2 ans que tu reçois du co-enseignement en première et en deuxième. Combien de fois tes profs ont été absents? Combien de fois tu as eu tes profs absents? Ou tu as eu un remplaçant, ou tu as été réparti dans d'autres groupes. Combien de fois? 0. Parce que quand il y en avait un qui était malade, l'autre était là. Voilà. Donc, toi, en fait, on est en pleine pénurie, mais tu n'as jamais connu de prof remplaçant. Parce que quand un prof était malade, un des deux parents de la classe, en quelque sorte, était toujours présent. Parfois avec une autre personne qui venait, mais il y avait une stabilité pédagogique. On n'a pas perdu des jours d'école qu'avec ces jours de maladie-là. Donc, c'est un changement de paradigme. Donc, c'est sûr que ça remonte à repenser l'école, en quelque sorte. Mais je pense que le problème actuellement, la pénurie de profs, c'est plus un problème d'abandon en cours de métier ou en cours de formation qu'un manque de vocation. Ouais. Alors concrètement, si tu dois donner quelques petites pistes très concrètes, comment tout ça va se mettre en œuvre? Ce que tu parlais tout à l'heure, tu dis qu'il y ait de la différenciation vraiment au sein même de la classe. On sait qu'on parle souvent qu'en enseignement de ces postures, de savoir finalement plusieurs postures, on va pouvoir varier, ça va créer aussi un peu de variété pédagogique peut-être dans la manière d'enseigner. Tu peux nous parler de l'une ou l'autre manière de faire? Il y a presque autant de façons de co-enseigner que de co-enseignement. C'est moi, ça fait 20 ans que je vais dans une classe de co-enseignement, j'apprends des trucs. Je vois des choses inédites, des choses que j'avais pas vues, des choses que j'avais pas pensées. J'étais à Rennes jeudi passé, cours de sciences, atelier météo, prof de sciences techno-mélangées. Et là, ils ont des travails à 2, certains vont se faire corriger. Après ça, donc finalement, c'était un corrige, l'autre aide. Ouais.
parce qu'ils ont mis rapidement leurs élèves en activité, c'était différencié. Ben, la configuration, un corrige, l'autre aide. Oui, c'est pas une configuration de base, en quelque sorte. Mais c'est des gens qui sont expérimentés, qui découvrent de nouvelles façons de faire aussi. Mais des fois, c'est normal. Je dis souvent, quand tu rentres dans la classe de quelqu'un, ça sera souvent un en 5 de leur top cerveau aide. Les premières fois aussi. Hein? Mais il faut un peu dépasser ça, parce que souvent, ce qui rend les co-enseignants insatisfaits, c'est que le deuxième enseignant est plus passif, est plus dans le fond de la classe, intervient moins, ainsi de suite. Et ça, comme je dis, c'est parfois un passage obligé, mais en même temps, il faut pouvoir faire bouger ça, parce que là, c'est comme si on avait une Ferrari entre les mains, puis on restait toujours en première. On peut faire beaucoup plus en co-enseignement. Mais il faut que le titulaire soit capable d'ouvrir la classe, mais aussi de partager le ballon. De faire des passes sur le pied, de donner le micro à l'autre. Ouais. Donc, il faut aussi, et ça, ce que vous dites, c'est pas une habitude culturelle, on est habitué à le faire seul. Donc, ça demande de réinventer le métier, et c'est ça parfois qui est plus compliqué. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui va prendre du temps aussi, parce que il faut s'habituer. Ça fait des années qu'on est tout seul, donc ça, on maîtrise, on connaît. Passer à deux, c'est une fameuse transition pour certains. Voilà. Puis aussi, c'est par exemple avec les heures d'AP, par exemple, des choses comme ça. Bon, certains co-enseignent, font plein de choses, d'autres ont tendance à sortir les élèves et tout ça. En fait, l'important aussi, c'est de passer à un co-enseignement stratégique. C'est quand on co-enseigne à deux, c'est qu'on a des objectifs de co-enseignement. OK, au début, on peut le faire juste comme ça pour se découvrir, mais après, assez rapidement, il faut se dire, OK, sur quoi on peut intervenir? C'est quoi qui va créer des crevaisons dans ma classe? Où je vais devoir mettre des rustines plus tard? Être plus dans la prévention, la proaction, que toujours être dans la remédiation classique. Ouais. Tiens, je suis en 3e, 4e année, je sais que ça va coincer en fraction. Même si on l'enseigne relativement bien, il y a toujours, tiens, comment peut-on encore l'enseigner mieux? Comment peut-on changer de chemin pédagogique? Ou adopter plusieurs chemins pédagogiques pour avoir moins de rustines à mettre après, moins de crevaisons aussi. Le co-enseignement, c'est ça aussi. Hein? On quitte le paradigme de la remédiation, de sortir l'élève de la classe pour réparer des difficultés installées. L'idée, c'est d'intervenir beaucoup plus tôt pour que les difficultés s'installent pas, ou moins, ou de façon avec moins d'élèves possible. On peut toujours faire de la remédiation, mais si j'ai moins d'élèves en difficulté, avec moins de difficultés importantes, avec une estime de soi moins affectée, avec une motivation moins aussi affectée, l'intervention va être plus facile. Donc, l'important, c'est de déplacer le curseur de l'intervention, être plus proactif. Et un prof, après 2-3 ans d'expérience, il sait où ça coince. Moi, quand j'étais prof en 6e primaire, moi, c'était pas en opération que j'avais des problèmes. Multiplication, division, addition, ça allait bien. C'était pas en géométrie que j'avais des problèmes. J'avais des problèmes dans les rédactions de texte, dans les participes passés. Ça, c'était compliqué pour mes élèves. Peut-être parce que j'étais moins à l'aise, je sais pas. Mais, tiens, si je veux être proactif, donc plutôt que faire des remédiations en rédaction puis en participes passés, si j'avais pu mieux l'enseigner dès le départ, j'aurais peut-être pu mieux intervenir et j'aurais finalement sauvé du temps. Ouais. Oui, non, c'est clair. Et les profs savent exactement, ils connaissent les points de matière qui systématiquement, effectivement, posent problème. Je voulais rebondir sur un truc, maintenant j'ai perdu mon idée, mais tu en as mentionné déjà quelques-uns, les facteurs de réussite pour une mise en œuvre de co-enseignement. Tu as mentionné, on pourrait aller les rechercher dans tout ce que tu as dit, mais si tu devais en donner quelques-uns, où tu dis ça, c'est vraiment des facteurs qui vont permettre quand même qu'on arrive à un bon co-enseignement. Premier facteur de réussite, le soutien de la direction. Ouais. Soutien administratif, soutien humain. Parce qu'administrativement, oui, j'organise les horaires. Tu sais, parfois, on a du co-enseignement pédagogique fusion de classe. Tu as 24 élèves, j'ai 24 élèves, on se marie. On enseigne à 48 dans un grand local. Bon, il faut que le directeur puisse trouver le grand local ou abattre un mur, ainsi de suite, ou avoir une porte, peu importe. Mais il faut aussi que les horaires soient aménagés, que nos heures de fourche soient en même temps. Ouais. Et ça coûte pas très cher à organiser, en quelque sorte. Hein? Donc, soutien de la direction est important. Puis le soutien administratif, on a dit soutien humain aussi. Le co-enseignement, c'est nouveau. Donc, les gens apprennent ça. Ça veut dire, on doit les accompagner, on doit les récompenser, on doit les féliciter, on doit les écouter pour voir ce qu'ils vivent aussi. Parce que c'est pas facile. Puis des fois, les gens, c'est pas qu'ils sont mal, mais ils savent pas s'ils font bien. Ouais. Vu qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas de référence, c'est dur de savoir si on est dans la bonne direction. Un autre critère, c'est l'égalité. 2 enseignants, il faut que ce soit des égaux. Avec une parité, c'est-à-dire que un comme l'autre fait toutes les tâches de façon relativement équitable. Ouais. Ça, c'est important d'être égal. C'est pour ça qu'on parle aussi de co-enseignement. Et quand des fois, on a une co-intervention avec une logopède, ça peut être très positif, mais la logopède, il y a certains rôles qu'elle peut pas avoir en classe. Hein? Elle va souvent faire un peu moins de discipline, mais si je pense, par exemple, à l'enseignement de l'histoire et du fédéralisme en Belgique et de son évolution, c'est l'enseignant qui est formé pour donner ça, ouais. Alors que la logopède, il y a certaines matières qu'elle pourra pas donner. Donc, elle sera toujours peut-être des fois dans certains cours, dans un rôle
rôle un peu plus mineur. Ouais. C'est pour ça qu'entre enseignants, on peut avoir une égalité. Les deux profs sont interchangeables, même si moi, je peux être plus à l'aise dans la Belgique fédérale, parce que moi, la Belgique fédérale, c'était mon cours préféré chaque année. Autre point, donc le temps de planification, surtout pour les jeunes couples, surtout pour les gens qui se voient pas souvent. Parce que les gens qui sont toujours ensemble ou mi-temps ensemble, ils planifient tout le temps. Ils planifient jamais. Ils se parlent tout le temps. Ils passent leur écran ensemble. Comme dans un couple. Tu sais, dans un couple, c'est très rare que dans un couple, on s'assoit tous les deux, qu'on fasse un ordre du jour, qu'on fasse un procès verbal, puis qu'on discute de façon extrêmement structurée. Par contre, si moi, j'ai une petite copine que je vois une fois par semaine, ils passent 2 heures au téléphone pour savoir quel film ils vont choisir. Parce qu'ils se voient pas très souvent. Alors que quand on se voit souvent, donc ça a à voir aussi avec une autre condition qui est l'intensité. Plus que c'est intense avec la même personne, plus c'est facile. Hein, j'étais dans une école en région bruxelloise il y a 2 ans. Cette école-là, le prof de première primaire me dit, Monsieur Tremblay, moi je comprends bien ce que vous dites, mais moi j'ai 24 heures d'enseignement, 19 heures de coprésence, et les 19 heures sont assumées par 9 personnes différentes. C'est une école en discrimination positive. Hein? Puis il dit, j'ai une assistante sociale, j'ai une logo, j'ai un prof, j'ai un autre prof, et j'ai un clown. Et c'est avec le clown que ça marchait le mieux. Parce que le clown, sa préparation de leçon est faite. Il sait ce qu'il fait apprendre à chaque fois. Et donc, lui, c'était pas le problème de la quantité de ressources, ni de la qualité des ressources. Son problème, c'est de l'organisation des ressources. Et là, c'est encore une fois, c'est la job de la direction. Voilà. Volontariat. C'est sûr que un peu volontaire, ça aide. Mais si on co-enseigne, au final, est-ce que c'est pour soi ou c'est pour les élèves? Donc, parfois, on peut faire, je dis souvent, des enseignants, on joue des rôles. On n'est pas normal. Quand on enseigne, on n'est pas la personne habituelle de la maison, en quelque sorte. Donc, parfois, c'est comme avec la compatibilité, c'est une autre condition, mais on doit parfois faire des efforts. Si on prend le cas de la Belgique, on a dit en Belgique, c'est rendu une politique publique. On est obligé de co-enseigner maintenant, normalement. Si on regarde les textes, on doit laisser les enfants en classe et les 2 profs doivent rentrer en classe. Et donc, le volontariat, ça s'effrite, ça aussi. Parce que le co-enseignement, c'est une invention des années 80 faite par des profs. C'est pas des chercheurs, c'est pas des directeurs qui ont inventé le co-enseignement, c'est des profs qui ont transgressé des règles non écrites, qui disaient qu'il fallait sortir l'élève. Mais vu qu'il n'était pas interdit de rentrer en classe et d'aider les élèves, ils ont pu le faire. Okay. Mais maintenant que les pouvoirs politiques se sont emparés, on fonctionne plus uniquement sur le volontariat du terrain. Il y a aussi des directions, des PO, des ministres, des politiques publiques qui veulent qu'on maximise le co-enseignement parce que parfois, comme en Belgique, c'est très bien, ils s'appuient sur la science. Ouais. Ils voient que le redoublement marchait pas, l'externalisation marchait pas. Ce qui fonctionne, c'est mettre un maximum de moyens le plus tôt possible et que ces moyens sont intégrés au sein même de la classe pour changer l'enseignement qui est donné. Donc, l'intention politique est très bonne. Donc, par contre, tout le monde en Belgique est obligé de co-enseigner légalement, en quelque sorte. Hein, comme je dis, c'est une condition qui s'effrite. Mais souvent aussi, en forçant un peu les gens des fois, mais ils disent « Ah, OK, c'était ça. Ah, j'avais une autre idée. » Donc, ça leur permet de goûter quand même, puis souvent, ça les fait changer aussi d'avis. On va parler de la compatibilité, parce que je pense que c'est un critère important. Ça revient souvent de dire « Mais si j'aime pas mon co-enseignant, parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de choisir non plus. » Ça peut arriver. Comme je vous dis, des fois, on peut faire des efforts. Moi, j'ai des gens qui s'adoraient pas. En fait, j'ai des gens qui s'adoraient, mais qui se sont rendus compte en co-enseignant que ça marchait pas si bien. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas toujours son meilleur ami qui devient son meilleur collègue. Hein? Ouais. Parce que moi, mes amis, je les choisis pas parce que c'est des bons travailleurs. J'ai choisi parce qu'ils ont d'autres qualités. Donc, mais voilà, parfois, on est surpris. Mais je vais prendre, par exemple, le cas d'école, où on avait, par exemple, les heures d'AP qui étaient assumées par une jeune prof qui sortait de l'école normale, qui faisait pleine classe et tout ça. Bon, donc, cette personne-là, elle devait être compatible avec 5-6 personnes différentes. C'est déjà compliqué parce qu'elle avait plein de trucs, elle n'avait pas le temps de co-planifier. Elle passait d'une classe à l'autre ou d'une école à l'autre. Donc, c'est pas un super poste. Et beaucoup préfèrent avoir une classe à eux. Donc, souvent, il y avait aussi des gens qui démissionnaient puis allaient trouver un poste dans une école. Dans d'autres écoles, ils ont été plus malins. Ils ont dit, tiens, le prof de première année, Monique, est très copine avec Ginette en deuxième. Et elles sont vraiment, ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'école. Mais l'heure d'AP, elle allait remplacer Monique dans sa classe pendant 4 heures. En histoire, en arts plastiques, peu importe. Et c'est Monique qui allait co-enseigner avec Ginette. Et donc, Monique, dans sa tâche, elle a 20 heures de titularia, 4 heures d'AP. Et Ginette, elle faisait 4 heures dans la classe de sa copine. Et donc, au final, ils co-enseignaient 8 heures par semaine à 2 avec les heures d'AP, ce qui représente un tiers de tâches. On rentre dans du co-enseignement relativement intensif. Et souvent, ils font un peu la même chose dans les 2 groupes. Dans une autre école, c'est le professeur de 5e qui fait l'AP.
La jeune prof remplace le professeur de 5e 12 heures dans sa classe. Elle fait toutes les matières sauf français maths. Et c'est le prof de 5e qui va en première, deuxième faire la paix. Pourquoi? Parce que tout le monde l'aime. C'est un bon différenciateur. Il est bien connu dans l'école. Il est compatible avec tout le monde. Donc, il faut aussi choisir qui est son deuxième partenaire. C'est pas toujours la personne qu'on engage avec l'enveloppe qui sera la co-enseignante. Faut choisir dans son école. Là, de nouveau, c'est la direction qui est... Puis il y a de l'essai-erreur, puis il faut essayer. Puis parfois, on a des gens qui sont super compatibles, puis après 3 ans, ils divorcent. Ça arrive aussi. C'est des relations humaines. Donc, tantôt, on parlait encore du soutien, le soutien de la direction, le soutien humain de la direction, mais il y a aussi ça. Parce que parfois, on s'engueule dans un couple. Moi, je connais pas de couple qui s'engueule pas. Et c'est normal. C'est ça qui crée le mouvement, qui crée le progrès aussi, jusqu'à un certain point. Donc, c'est normal qu'il y ait des conflits, des débats, des désaccords qui vont devoir régler à deux. Une petite anecdote, il y a 2 ans, je suis en Belgique, j'ai 2 profs qui co-planifient ensemble des ateliers. Puis là, ils s'engueulent gentiment parce qu'il y en a une qui dit, moi, je vais faire un atelier addition de fractions. Non, moi aussi, je vais en faire un. Puis ma leçon est meilleure que la tienne. Entre guillemets, ils rigolent, c'est sympathique. Puis là, je leur ai dit, mais pourquoi vous en faites pas 2? Pourquoi tu fais pas la tienne? Puis pourquoi lui fait pas la sienne? Parce que c'est ça qui est intéressant dans le co-enseignement. Ils vont avoir 2 médiations. Ils vont avoir ta recette, sa recette. Et vous êtes en train de vous engueuler pour montrer qu'elles sont différentes. Mais ça montre bien l'intérêt de faire les 2. Parce que certains élèves vont plus comprendre avec toi, d'autres avec moi, mais certains élèves vont comprendre doublement plus. Parce que ça va être plus facile. Donc, voilà. Donc, ça permet de bonifier cet enseignement-là aussi. Mais c'est sûr qu'on travaille avec l'humain. Il y a des relations humaines. Donc, c'est sûr que tout ce qui est compatibilité, volontariat, c'est quand même important. Ouais. C'est clair. Bon, Philippe, on pourra en parler, je pense, pendant encore des heures et des heures, mais 1000 merci à toi en tout cas pour tout ça, parce que je pense qu'effectivement, le co-enseignement, comme tu l'as dit, c'est présent en Belgique, donc ça nous donne déjà plein de pistes. Et tu as d'ailleurs écrit un ouvrage sur le sujet qui s'appelle Co-enseignement. Oui, tout à fait. Donc voilà, on mettra les références en tout cas de l'ouvrage pour donner encore d'autres pistes pour la mise en œuvre de tout ça. Un tout grand merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'éducation mode d'emploi. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec les éditions Plantin.